Bonjour. Donc, j'ai choisi un titre un peu cryptique pour ce cours, mais vous verrez que le contenu est cryptique lui aussi, donc c'est une mise en train. Alors, nous avons vu au cours précédent que les signes d'écriture, les monji, ou que je traduis aussi par graphème, alors nous allons jouer pendant tout, enfin déjà nous le faisons depuis le début, mais nous le refaisons encore plus aujourd'hui, entre le terme de signe d'écriture, lettre et graphème. C'est malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la terminologie choisie par Kukai qui nous pousse à cette ambiguïté. Chez lui, il n'y a que deux mots deux termes qui sont utilisés plus ou moins dans ce sens, monji et ji, n'est-ce pas? Mais nous allons voir comment cela s'articule. Donc ces signes d'écriture, les monji, se retrouvent à chacun des 10 niveaux d'existence, jikkai, mais que les paroles qu'elles notent sont divisées selon les niveaux en paroles de vérité, shingon, les mantras, mais il faut presque oublier le mot sanskrit de mantra pour se concentrer sur la traduction sino-japonaise de parole de vérité pour comprendre le raisonnement de Kukai. Donc, elles sont divisées soit en paroles de vérité, shingon, ou discours erroné, mogo, n'est-ce pas, midari naru kotoba. Seuls les signes d'écriture du plan des Bouddhas sont vrais et réels, alors que ceux des 9 autres plans d'existence sont erronés. Ils sont erronés parce que leurs utilisateurs en ignorent la source, alors que s'ils se rendaient compte de leur sens réel, ils redeviendraient paroles de vérité. Nous avons vu un commentateur, Dohan, préciser que les langages gongo, c'est encore un terme qui est très utilisé par les commentateurs et Kukai aussi, c'est le terme sino-japonais le plus général pour langage. Donc, il précisait que les langages des 6 voix sont tous différents et infinis en variété, car tous les insectes, animaux et êtres divers, des démons aux dieux, possèdent le leur. Cependant, selon Dohan, toutes ces langues peuvent être mises en correspondance avec les sons exprimés par les 50 lettres brahmiques, les bonji, ce qui veut dire que le japonais, la langue du Yamato, appartient ainsi aussi aux paroles de vérité. Nous comprenons ainsi, avec cette formulation ancienne de l'identité du japonais et des shingon, prototype de la célèbre formule Waka Sokudarani, qui fera Flores au XIIIe siècle, que cette identité n'avait pas à être prise originellement comme l'expression d'un sentiment du caractère intrinsèquement supérieur du japonais sur les autres langues de l'humanité. C'est une idée que l'on a développée plus tard, mais à l'origine, vous voyez que ce n'est pas du tout ça. Pas plus d'ailleurs que les langues de l'humanité ne pouvaient être à leur tour considérées comme supérieures à celles des fourmis ou autres moustiques. On voit aussi que, prise dans son contexte bouddhique original, l'identification du japonais au plus haut degré de l'expression langagière n'est pas du tout à comprendre comme une singularité. Il s'agit simplement d'un cas particulier de l'affirmation générale selon laquelle tous les signes d'écriture redeviennent ce qu'ils sont en leur substance foncière, des paroles de vérité, une fois que l'on se souvient de leur origine. Le modèle, l'archétype de toutes les langues, ce qui est exprimé par les signes d'écriture, doit donc être cherché dans le plan d'existence des Bouddhas, Bukkai, le seul où ces signes sont inaltérés par leur chute dans le phénoménal. Cette affirmation concluait donc l'explication de la seconde des 4 glosses de Kukai. Dans le suivant, je cite Kukai, la stance culmine dans la distinction des signes d'écriture vrais et erronés, qui s'appliquait au second vers de la stance, à savoir les 10 plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. Je vous signale tout d'abord en passant un livre qui est consacré au Sambu, n'est-ce pas, à cette trilogie de Kukai sur le langage, dont nous étudions le second volant aujourd'hui, Takaki Shingen et Thomas Eijo Draitlane, Kukai is the Philosophy of Language. Nous n'aurions pas fini de discuter pour savoir si c'est la terminologie de philosophie, le terme de philosophie est adéquat pour la pensée de Kukai, mais ceci est une autre histoire. J'espère que nous pourrons y revenir dans un cadre plus général. Je vous donne ici aussi, pour vous montrer, donc les 10 plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. Vous voyez que c'est une calligraphie moderne, je dirais même ultra-moderne, l'œuvre d'une dame qui s'appelle Kuri Saiyu, je l'ai trouvée sur l'Internet. Vous voyez que c'est justement ce quatrain de Kukai qui est donné ici.
Godai ni mina hibiki ari, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'en bas, la seconde ligne à droite, Jikkai kotomotoku. Pardon. Excusez-moi, je vois très mal. En tout cas, c'est Jikkai ni gongo ari, n'est-ce pas? Et ensuite, Rokujin kotomotoku monjinari. C'est ça. Les 10 plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. Monji étant ici au sens de signes d'écriture et langage. Nous abordons donc aujourd'hui le 3e vers, et donc la 3e glose. Nous avons déjà remarqué au cours précédent que ce sera en réalité le dernier commenté par Kukai, qui achèvera son traité sans aborder le 4e vers portant sur l'aspect réel. Le 3e vers est le suivant. Les 6 poussières sont toutes, tant qu'elles sont, signes d'écriture. C'est ce qui était écrit tout à l'heure, n'est-ce pas? Rokujin kotomotoku monji nari. Et qui est glosé de cette façon par Kukai. Le 3e, c'est-à-dire le 3e vers, va jusqu'au bout des signes d'écriture intérieurs et extérieurs. Naige no moji, otsukusu. Vous voyez que il introduit une distinction que nous avons déjà entrevue auparavant. Pourquoi la catégorie des 6 poussières combinée avec la question des signes d'écriture amène-t-elle d'emblée la distinction entre intérieur et extérieur? Pour répondre à cette question, il faudra d'abord savoir ce que veut dire intérieur et extérieur, que l'on peut traduire aussi par interne et externe. Or, malheureusement, pas plus que dans les cours précédents, nous ne sommes sûrs ici du sens que Kukai lui-même a donné à ces termes. Il nous faut donc nous reporter au commentateur. Sinon, pour connaître l'intention réelle du maître, du moins pour avoir une idée de la façon dont l'école a compris et transmis son enseignement. Des 3 commentaires anciens qui sont notre référence constante, seul le dernier, le Kushitsu, donc Kuchi no Fude, n'est-ce pas, de Goho et Kembo, qui date donc du XIVe siècle, ce commentaire n'élude pas cette difficulté et l'aborde d'entrée de jeu. Citons-le. Cette citation un peu longue. Je vous ai divisé les phrases sino-japonaises phrase par phrase, qui vous permettra de lire mieux en écoutant ma traduction. L'expression intérieure et extérieure a 2 sens. Alors, ici, c'est le premier que je vous ai mis, ensuite nous passerons au tableau suivant pour le second sens. Le premier se conforme à l'exégèse selon laquelle les 10 plans d'existence sont pourvus de langage. Et une petite glose marginale que j'ai mis en tout petit ici. Les 9 premiers niveaux sont erronés, le niveau de Bouddha est authentique. Nous le savions déjà, n'est-ce pas? Les 5 premières poussières sont extérieures. La 6e poussière, celle des entités, est intérieure. La raison en est que les 5 premières poussières sont des entités grossières et que, demeurant à l'extérieur, elles sont faciles à comprendre. La 6e poussière est une entité subtile, demeurant à l'intérieur, elle est difficile à comprendre. Je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas cela en tête que le terme de poussière signifie simplement les objets des sens, n'est-ce pas? Je garde ce mot qui est très pittoresque en sino-japonais, et il est utile aussi à garder parce que n'oubliez pas qu'en lecture, même en chinois moderne, ce terme est encore employé pour désigner le monde phénoménal, n'est-ce pas? La poussière rouge, pour ceux qui connaissent le chinois, c'est-à-dire c'est le monde dans lequel le monde des passions dans lequel nous sommes brinque-ballés. C'est pour ça qu'il est important de garder ce terme de poussière, mais il faut faire attention à ne pas faire de contresens. C'est donc les objets des sens. Et donc le 5e, je rappelle, les 5 premiers sont nos sens, le sens commun à l'ensemble de l'humanité. Le 6e sens, c'est le sens mental, et l'objet du sens mental, ce sont les entités, les phénomènes ho. Bon, ce sont des choses que nous avons déjà vues très souvent, mais je le répète pour que vous ne fassiez pas de contresens. Pour le second sens, les 6 poussières dont sont munis les êtres animés sont appelées intérieures. Les 6 poussières dont sont munis les êtres inanimés sont appelées extérieures. C'est le sens de ce qui est dit dans l'exégèse de Kukai, qui viendra plus bas, selon laquelle le visible intérieur est l'animé et que le visible extérieur est le monde réceptacle.
Nous allons voir cela encore une fois, mais n'oubliez pas donc l'animé, c'est-à-dire les êtres qui sont censés avoir une conscience, shin, chitta. L'inanimé, c'est tout le reste, c'est-à-dire le monde végétal et minéral qui constitue le réceptacle ki no sekai, n'est-ce pas, kikai, utsuwa no sekai, qui contient ces êtres animés. Mais nous allons voir les interférences entre les deux. Le principe de classification entre intérieur et extérieur est donc double, soit en considérant la division entre les 5 premiers objets sensoriels, qui sont les objets des sens physiques, des 5 sens que nous distinguons aussi en Occident, et le 6e objet, les entités, qui sont des constructions psychiques, objets du 6e sens, celui de la conscience. Les 5 premiers objets sont considérés comme des choses grossières, directement accessibles au sens. C'est pourquoi on les dit faciles à comprendre. Soit la seconde classification, en plaçant la séparation entre animé et inanimé. L'animé est alors tout ce qui est pourvu d'un shin, d'une pensée qui permet d'unifier l'ensemble des mécanismes de perception et d'intellection. L'animé comprend bien sûr l'ensemble des êtres qui errent dans les 6 voies, des dieux aux êtres infernaux. Nous pourrions aussi probablement y mettre les 3 véhicules supérieurs, ceux des auditeurs, des Bouddhas pour soi et des bodhisattvas. Je ne reviens pas là-dessus, nous l'avons déjà eu plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire ceux qui font partie enfin, tout dépend si on commence par le bas ou par le haut, mais ils font partie des 7e à 9e plans d'existence. C'est pas le 10e plan d'existence étant celui des Bouddhas. Alors donc ces 3 véhicules supérieurs, on peut peut-être aussi les mettre dans la mesure où ils sont encore soumis aux renaissances, de façon indubitable pour les grades inférieurs des auditeurs, les Shōmon, n'est-ce pas ? De façon certes beaucoup plus discutable pour les Pratyeka Bouddhas, Byakushibutsu, Dokkaku et les Bodhisattvas. Mais nous n'oublierons tout de même pas que la carrière de Bodhisattva est mesurable en termes de temps et qu'ils peuvent connaître la renaissance, bien que ce soit sous forme métamorphique. Et je le dis en passant, n'oubliez pas qu'il y a une question pendante tout au long de l'histoire du bouddhisme traditionnel au Japon, et en Chine même moins, c'est le problème de la régression des bodhisattvas. C'est-à-dire quand vous êtes bodhisattva, est-ce que vous pouvez reculer, c'est-à-dire retomber dans les 6 voies en quelque sorte. C'est une question débattue et la possibilité existe. C'est pour ça qu'on peut mettre en effet même les bodhisattvas dans ces 9 plans erronés. Nous dirons que le point commun aux êtres animés, des 6 voies et aux 3 véhicules, est qu'ils sont encore imparfaits, ce qui fait qu'il n'y a pas d'empêchement majeur à les mettre tous dans la catégorie des animés. En revanche, parler des 6 poussières à propos de l'inanimé soulève immédiatement un problème qui n'est pas traité ici. Il apparaît qu'il y a une contradiction dans les termes entre ces 2 dogmes, gi, n'est-ce pas, le sens. L'inanimé a comme caractéristique évidente d'être dépourvu de pensée, c'est-à-dire que la 6e des poussières, à savoir les entités comme objet de la conscience, ne saurait s'appliquer à lui, à l'inanimé. Bien évidemment, lorsque Goho et Kembo prêchent pour l'un et écrivent pour l'autre, puisque Kembo écrit ce que Goho explique, nous sommes au XIVe siècle, à l'époque où sont déjà de longue date profondément implantées au Japon les idées sur l'éveil de l'inanimé et le dogme selon lequel l'inanimé est pourvu de la nature de Bouddha, qu'on appelle Mujo Usho, n'est-ce pas, Mujo ni Sho Busho Adi, ou bien Hijo, n'est-ce pas, je ne l'écris pas, ce sont des termes que nous avons déjà vus. Ces doctrines sont directement reliées au dogme sur l'éveil du végétal et du minéral, d'une part, mais aussi aux doctrines qui dominent depuis la fin de Heian le bouddhisme scolastique japonais concernant l'éveil foncier ou originel, Hongaku. Pour l'éveil du végétal et du minéral, c'est résumé dans la formule célèbre, n'est-ce pas ? Somoku kokudo, kotogotoku, minna hotoke to naru, jobutsu. C'est-à-dire hijo jobutsu. L'inanimé devient Bouddha. Donc, c'est directement lié à des idées fondamentales dans le bouddhisme sino-japonais et japonais surtout. Ces idées sont reliées aussi de façon explicite à ce qui est entendu ici comme la répartition entre animé et monde réceptacle. Nous allons les retrouver plus en détail plus bas. Mais nous pouvons déjà suggérer que c'est dans l'idée de l'éveil de l'inanimé que se trouve la solution de la difficulté que nous croyons voir dans l'évocation des 6 poussières de l'inanimé. Car la 6e faculté sensorielle, si l'on peut dire qu'elle existe effectivement dans l'inanimé, est en réalité la conscience du sujet qui perçoit le monde réceptacle. Conséquence directe de l'idéalisme bouddhique, du Yuishiki Shiso, n'est-ce pas ? Cette articulation des 2 plans, de la conscience sujet et du monde objet, se fait par l'intermédiaire de la conscience,
que l'on appelle parfois de façon plus générale la pensée shin kokoro. Évidemment, dans la poésie, tous ces dogmes sont résumés dans le terme de kokoro, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas prendre au simple sens de cœur, mais qui recouvre aussi tous les sens que j'essaye de résumer ici. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question. Pour l'instant, après avoir trouvé chez nos commentateurs une explication suggestive de ces deux catégories d'intérieur et d'extérieur, nous pouvons revenir au texte. Cependant, avant de poursuivre, il convient de prévenir que nous allons découvrir que ces catégories ne vont être que fort peu reprises par Kukai, pour la raison qu'il va assumer que le lecteur les a intégrées à sa grille de lecture et qu'il n'y a pas lieu de les remettre explicitement à la surface du texte. Après avoir refait la liste des 6 objets sensoriels, des 6 poussières, Kukai donne une précision importante, mais qui devrait nous plonger dans la perplexité. Ces 6 poussières ont chacune un aspect de signe d'écriture, que l'on pourrait traduire aussi donc par ces 6 objets sensoriels ont aussi comme marque caractéristique un graphème. Graphème pris au sens le plus large, et pourquoi pas garder signe d'écriture. Disons, l'écriture est à tous les niveaux de lettres. Si je ne craignais pas de compliquer encore les choses, bien qu'il me semble que cela rendra sans doute la compréhension plus aisée, j'aurais volontiers traduit ici manji par signe médiatisant, car nous allons voir de façon beaucoup plus claire qu'auparavant que par ce terme d'apparence si univoque, en chinois comme en japonais, de monji, Kukai entend quelque chose de beaucoup plus général et profond, qui ne s'explique que par sa conception des lettres brahmiques. Il commence sa démonstration par la poussière, ou l'objet sensoriel, qu'est le visible. Il faut prévenir dès maintenant. Ce sera la seule rubrique qu'il va traiter, et nous allons donc passer tout le reste de notre lecture sur le visible. Vous verrez qu'il y a de quoi dire. En même temps, l'affirmation de Kukai selon laquelle ces 6 poussières ont chacune un aspect ou une marque de signe d'écriture, qui reprend donc le 3e vers de la stance programmatique qu'il a donnée au début de ce développement sur le sens substance, doit aussi être pris tai-so, n'est-ce pas, ou bien on l'appelle tai-gi, substance, sens. Évidemment, je ne reviens pas sur les possibilités de combinaison des composés sino-japonais vus à la lumière de la grammaire sanscrite, mais le tai, c'est le gi, n'est-ce pas, si j'ose dire, le sens et la substance. Donc, cette affirmation doit aussi être prise au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, et de ne pas être simplement soumise à une réinterprétation moderne en termes de sémiotique, ce qu'il serait non seulement très tentant, mais aussi très enrichissant d'essayer, comme certains auteurs japonais l'ont d'ailleurs fait depuis la fin du XXe siècle. Mais ce ne peut être notre propos ici, puisque ce serait un anachronisme de plaquer ces herméneutiques modernes sur une enquête qui, rappelons-le, vise à mettre en évidence les liens qui se sont tissés dans l'histoire de la pensée japonaise entre ces vues ésotériques et la conscience qu'ont eue les lettrés de la situation de leur langue et de leur poésie dans le monde. Il est en revanche révélateur de voir ce que nous dit Dohan à ce sujet dans un échange de questions et réponses. Voici la question d'abord. La proposition « Ces 6 poussières ont chacune la marque de signe d'écriture » signifie-t-elle que les 6 poussières ont chacune pour marque un signe d'écriture visible par l'œil ? Une question un peu plus concrète donc, qui en même temps souligne le caractère paradoxal de l'affirmation sur l'existence des monji, terme qui en sino-japonais, je le répète, ne peut guère être pris autrement qu'au sens de signe d'écriture ou lettre. Voici la réponse. C'est bien cela. En effet, chacune des 6 poussières, prises séparément, possède la caractéristique substantielle des 6 poussières en leur ensemble. Donc c'est une co-intégration, n'est-ce pas ? C'est pourquoi elle communique avec les 6 poussières et elle doit posséder une marque visible par l'œil. Il livre ensuite un minutieux tableau de correspondance dans lequel chacun des objets sensoriels se voit attribuer un organe du corps, un point cardinal, un élément, une couleur, une émission vocale, une odeur, une saveur, un toucher, une conscience sensorielle. Il serait tout à fait disproportionné d'en donner ici le tableau complet. Nous nous limiterons donc au visible, puisqu'aussi bien c'est la catégorie qui nous tiendra maintenant jusqu'à la fin de ce cours. Voici donc les correspondances que Dohan nous donne pour cette catégorie. Je vous les ai mises ici, donc seulement pour le visible, c'est-à-dire shiki, shiki et ido. Et n'oubliez pas, nous allons le revoir à satiété, shiki, c'est d'abord le visible dans la terminologie bouddhique, et puis le caractère sino-japonais qui
qui est utilisé pour rendre ce mot de visible signifie couleur. Vous allez voir que ça donne lieu à quelques développements intéressants. Donc nous avons le visible d'abord, qui correspond au foie, ensuite à la direction de l'est et à l'élément bois, et ensuite au bleu-vert, n'est-ce pas, aoilo, et vous voyez qu'en en indice est donné le terme de shiki. Shiki, cette fois, au sens de... Si vous regardez simplement les petits caractères qui sont mis en indice ici, nous voyons shiki, shoko, mi, soku. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez, dans cette catégorie du visible, shiki, vous avez réintégré les autres catégories sensorielles. Vous voyez, elles s'entrecombinent toutes, en réalité. Donc, vous avez le cri, n'est-ce pas, yobukoto, yobko, qui correspond à la voix, au son, au phonème. Vous avez l'odeur du rance, vous avez la saveur de l'acide, vous avez le toucher du dur, et finissant par la conscience visuelle ou la conscience optique, genshiki. Le shiki, donc, le sixième des sens, ne l'oubliez pas, qui prend comme objet les hauts, les phénomènes. Donc nous avons dans cette catégorie, et évidemment tout cela revient à chaque fois pour tous les sens, n'est-ce pas? Il nous dit aussi, le commentateur, que ce tableau provient tout simplement de la vaste élucidation de la somme de contemplation. C'est le Makashikan Gumyo, n'est-ce pas? C'est un texte de Chandran, de Tannen. Je vais peut-être vous l'écrire ici. Prononcé en japonais Tannen, en chinois Janjan. Et c'est un commentaire sur, ne l'oubliez pas, ce grand texte du Tendai du VIe siècle, le Makashika. Donc, c'est amusant de voir que ce commentateur Shingon va chercher dans un texte du Tendai l'une de ces justifications. Ainsi que nous le voyons, chacune des catégories sensorielles mises en rubrique comprend dans les correspondances qui y sont assignées un terme qui se réfère à chacun des objets des sens. C'est-à-dire que chaque rubrique se contient soi-même et les quatre autres. Et Dohan de préciser, en une phrase qui ne peut que nous rappeler Paul Claudel, ce qui suit, c'est extraordinaire comme rencontre d'ailleurs, ces 5 objets sensoriels, poussière, comprennent chacun complètement les aspects ou marques des 5 objets sensoriels. C'est pourquoi les 5 organes sensoriels, Gokon, n'est-ce pas, kon veut dire ici, traduit le sanskrit Indriya, ça veut dire la racine, et la racine des sens, c'est-à-dire l'organe qui perçoit. Donc les 5 organes sensoriels, les 5 racines, comprennent chacun complètement l'opération yu des 5 organes sensoriels. Ce qui signifie les opérations réciproques, vous voyez, go-yu à la fin, qui font que l'œil écoute, que l'oreille voit, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, bon, je pense que ceux qui font des dégustations de vin pourront comprendre peut-être cela, n'est-ce pas, puisqu'on dit qu'on ne peut absolument pas déterminer un vin sans le voir en même temps que le goûter. Donc tous les sens sont entremêlés les uns aux autres. Il y a aussi, mais vous verrez, enfin, il y a aussi je pense que nous ne les verrons pas aujourd'hui, certains commentateurs quand même qui précisent les conditions de séparation des fonctions sensorielles, parce qu'évidemment sur ça on ne s'y retrouverait pas. Mais là, évidemment, ce sont des positions théoriques. Il nous faudrait lire aussi, pour faire bonne mesure, le très intéressant développement que Dohan fait à propos du 6e objet sensoriel, qui est la poussière des entités. Mais cela nous emmènerait trop loin. Contentons-nous de dire, il y a des graphiques tout à fait intéressants à ce sujet, malheureusement, j'aurais aimé même vous en livrer un des 6 au tableau, mais ça nous ferait des tableaux un peu trop importants. Je ne sais pas si vous... Bon, de toute façon, je n'ai pas eu la possibilité de vous en faire des photocopies.
il suffirait de... Ah, je crois que j'en ai fait quand même... j'en ai fait une tentative, en tout cas. Je vais vous le montrer. Contentons-nous de dire qu'il affirme que le rapport de ce dernier objet avec les précédents est de deux ordres. Le premier étant la communication directe, tsu, tsujiru, de l'objet des entités avec les 5 objets précédents. Le second étant un rapport analytique, betsu, wakareru, n'est-ce pas, qui est trop complexe pour être reproduit exactement, mais dont nous pouvons essayer de donner une idée en évoquant un système de permutation entre les 6 catégories qui n'est pas sans rappeler certains diagrammes cosmologiques de Raymond Lull. Raymond Lull, donc, qui est né en 1232 et 1315, dont vous connaissez peut-être le nom au moins, c'est un personnage légendaire de l'alchimie, entre autres, et il connaissait l'arabe, il a fait des œuvres en catalan et en latin, bon, ce n'est pas le sujet de ce cours, mais il est très connu pour ce que l'on appelle l'ars magna, qui est une sorte de mise en connexion de tous les éléments du monde alliés aux éléments moraux, n'est-ce pas? Comme vous voyez ici, vous avez tout à fait quelque chose qui serait compréhensible certainement pour un moine Tendai, Eshingon du XIIIe siècle, où vous voyez les 4 éléments aux 4 coins, ignis, aqua, le feu et l'eau, terra, air, la terre et l'air, avec leurs attributs, n'est-ce pas, la chaleur, l'humidité, etc. Et puis entre eux les différentes façons de s'interconnecter, et le même procédé est aussi utilisé pour les attributs moraux, comme vous voyez ici, la bonté, le bien, la bonté, le bon, etc. Donc c'est un procédé tout à fait proche. Je vous donne ici, de façon simplifiée, l'un des tableaux proposés par Dohan, n'est-ce pas, que je vous résume ici. Il nous faut cependant en donner l'essentiel, donc à savoir que chacun des 5 objets sensoriels est mis en relation avec un élément, comme vous voyez ici, n'est-ce pas? Donc, est mis en relation avec un élément. Prenons simplement le premier, encore le visible. Vous voyez ici, iro, donc le visible, la couleur, mise en relation avec le bois, avec les lettres brahmiques. Là, ce sont ces fameuses linguales, n'est-ce pas, ou cérébrales, les ta, etc. Ensuite, avec la... Excusez-moi, il y a une erreur, là, le texte est c'est la langue, n'est-ce pas, zetsu, la quatrième... Comme le tableau est minuscule sur mon ordinateur, je n'ai pas bien distingué. Ce n'est pas sha, c'est zetsu, la langue, évidemment. Donc, avec une... Alors, chacun des 5 objets sensoriels est mis en relation avec un élément, avec l'une des 5 séries de consonnes définies par la grammaire sanscrite, à savoir les linguales ou cérébrales, les labiales, les palatales, les dentales, les gutturales, avec l'organe vocal correspondant à chacune de ces séries, c'est-à-dire la langue, les lèvres, le palais, les dents, la gorge, avec les 5 notes de musique, et enfin avec les 4 saisons. Comme il y en a 5, vous voyez, il a fallu mettre une cinquième catégorie, c'est-à-dire que le 5e objet correspond à l'ensemble des 4 saisons, shiki, comme opération de la Terre, doyu, l'élément auquel il est rattaché. Pour notre plus grand plaisir, teinté, avouons-le, d'une certaine perplexité, les choses ne s'arrêtent pas là, et nous découvrons ensuite une audacieuse grille de permutation présentée par Dohan, qui se développe cette fois selon les 6 poussières, y inclus celle des entités, dont les rubriques sont marquées par les 3 termes qui forment la matière même de l'opuscule de Kukai, c'est-à-dire les phonèmes, les graphèmes et l'aspect réel, Sho, Ji, Jiso, qui sont les 3 rubriques principales sous lesquelles nous trouvons les autres. Ensuite, la colonne des graphèmes étant toujours, bien entendu, remplie par des lettres brahmiques. Nous devons, nous, en rester là pour notre propos. Mais il est à présent clair que les monjis dont parle Kukai
lorsqu'il écrit que les 6 poussières ont chacune pour marque un signe d'écriture, est pris au sens très littéral par la tradition de l'école, dans la mesure où les lettres brahmiques sont, bien plus que de simples signes d'écriture tels que nous les entendons de nos jours, de véritables éléments constitutifs du monde dans toutes ses dimensions et à tous ses niveaux d'existence. C'est pour ça que je tiens quand même malgré tout à garder ce sens de signe de graphème au moins, parce que c'est ça qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Si l'on expliquait, si l'on abordait Kukai comme un philosophe, nous avons vu ce livre intitulé Philosophy of Language, nous resterions très à côté de ce qu'il veut dire. Évidemment, il a une idée que l'on pourrait dire philosophique du monde, dans la mesure où le signe est partout, à tous les niveaux d'existence, mais ces signes sont reliés aux lettres brahmiques. Il y a ce saut dans ce qu'il faut bien appeler la religion, n'est-ce pas, dont on ne peut pas faire l'économie, sinon on ne comprend pas du tout ce que Kukai et la tradition de l'ésotérisme japonais veulent dire. Après ce préambule, ah oui, je vous montre aussi, alors là, ça n'a absolument rien à voir, c'est un tableau taoïste, n'est-ce pas, mais qui, vous voyez, qui rappelle aussi énormément Raymond Lull, puisque vous avez cette fois les 5 éléments, Go-Gyo, reliés aussi à des organes, comme vous voyez par exemple le rein, et des saveurs, la saveur salée, des saisons, des signes cardinaux, des parties du corps, des parties du jour, et ce qui rappelle aussi beaucoup Raymond Lull, des humeurs, n'est-ce pas? La peur, la joie, etc. C'est un tableau tout à fait moderne, et vous voyez qu'il est fait au Japon. Donc, nous découvrons une audacieuse grille de... Alors, voilà. Après ce préambule, donc, Kukai pose la question qui va ouvrir la dernière partie de son opuscule. Tout d'abord, quelles sont les lettres, sens et distinctions, shabetsu, de la poussière du visible? Il y répond lui-même, selon son habitude, et nous l'avons déjà vu, par une strophe. Alors voici la strophe, les 4 vers que je vous donne un à un. Le visible, en tant que manifeste, formel et exprimé, Kengyo-hyo, ce sont les 3 catégories de visibles, Kengyo-hyo, est pourvu des rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures, existant en l'état de loi ou en conséquence des conditions. Il peut égarer et aussi mener à l'intellection. Et une fois encore, comme précédemment, et pour notre plus grand soulagement, il propose une brève glose pour chacun de ces 4 vers. Le premier vers énumère les distinctions du visible. Le second exprime le visible intérieur et extérieur en réciprocité avec les rétributions indirectes et directes. Le troisième manifeste les 2 sortes de production, shōshō, en tant qu'état de loi. Alors, honen, n'est-ce pas, que je traduis honi ou honen, c'est la même chose, le troisième vers, c'est-à-dire l'état de loi, c'est-à-dire l'état naturel. L'état de loi, ce n'est pas la loi de Bouddha, mais c'est la loi des entités. C'est-à-dire que ça signifie ce qui est naturel ou spontané. Donc le troisième vers manifeste les 2 sortes de production en tant qu'état de loi, c'est-à-dire naturellement ou spontanément, en conséquence des conditions. Le quatrième explique que le visible en sa diversité est poison pour le sot et remède pour le sage. Il est évidemment paradoxal que cet ouvrage consacré avant tout aux phonèmes, c'est-à-dire aux sons des mantras tels qu'ils sont exprimés dans les lettres brahmiques, consacre l'essentiel de son développement non pas à l'audible, ce qui aurait été sans doute plus naturel en milieu indien, où les spéculations philosophiques sur le son, le phonème et le discours furent portées à un niveau rarement atteint dans les autres traditions, où la grammaire ou sens des sons, shabda vidya, n'est-ce pas, shō-myo, koe-no, myo, ne pouvait s'enseigner correctement que par la méthode orale, tant son agencement était fait pour la mémorisation et la récitation, mais au visible. Il est évident que c'est la dimension écrite qui l'emporte dans le monde religieux sino-japonais, et plus encore au Japon, où le seul contact avec la langue sanskrite ne pouvait être que l'écriture. Toute la démonstration de Kukai se concentre donc sur cette dimension du visible,
Et il nous faut comprendre qu'à travers cette exégèse, c'est la modalité de compréhension des lettres brahmiques au Japon qui est en jeu. Bien que l'on ne trouve plus dans le reste du texte de référence explicite à ces lettres, elles en restent l'objet ultime, comme les commentateurs le montrent à l'envi. Nous devons avoir cette perspective à l'esprit en lisant les pages que Kukai consacre au visible. Selon son habitude, il va articuler son exposé selon les vers de la strophe qu'il vient de présenter. La première, donc, le visible en tant que manifeste ou évident, formel et exprimé, en premier lieu, où tout naturellement, on compte 3 divisions, puisque vous savez que c'est quelque chose qu'il affectionne, qui affectionne les commentateurs en Chine et au Japon en général. Donc on a le visible manifeste, kenshiki, le visible formel, gyoshiki, et le visible exprimé, hyoshiki, hyo ou exprimé, extérieur, etc. Alors, premièrement, le visible manifeste. Le visible en tant que manifeste est le visible des 5 éléments. Comme nous l'avons vu, chacun des éléments est associé à une couleur. Nous sommes évidemment obligés ici de revenir au sens premier du terme que nous avons régulièrement traduit par visible et dont le sens originel en chinois comme en japonais est couleur. Comme on sait, ce caractère chinois traduit un sanskrit rupa, qui signifie avant tout apparence, forme, selon les dictionnaires de la langue classique, les plus courants comme Nadine Stupak en français, mais aussi couleur. En fait, d'après son étymologie, il est associé à une racine verbale rup, signifiant figurer, donner forme. Le mot roupi, qui est la monnaie indienne traditionnelle, n'est-ce pas, provient de ce verbe et de ce mot, et il désigne une pièce de monnaie frappée d'une figure, n'est-ce pas, la figure d'un empereur. Donc, du point de vue de la langue chinoise, en conséquence, le sens manifeste du terme, celui de couleur, est à prendre le premier en considération dans une analyse systématique. Comme nous allons le voir, cette catégorie est à distinguer du formel qui la suit. La perception directe des éléments, indépendamment de la forme qu'ils peuvent prendre ou recevoir a posteriori, est donc associée à la couleur qu'ils ont, seul moyen de les différencier si on essaye de le faire en dehors de leur forme a posteriori. Il s'agit donc des couleurs des 5 éléments en leur état brut. C'est la deuxième citation. Le jaune, le blanc, le rouge, le noir, le bleu. Kukai fait remarquer, une citation que j'ai sautée parce que nous amènerait trop loin, que l'école des aspects des entités, le Hossoshu, bien qu'elle expose les 4 sortes de couleurs correspondant aux 4 éléments, ne pose pas la couleur noire comme catégorie à part. Le noir est la couleur de l'élément vent, mais les commentateurs expliquent qu'il est compris dans la couleur bleu-vert. Kukai se fonde donc sur les sutras du Grand Solaire, le Dainichikyo, pour rappeler la liste des couleurs d'une part, et qu'il suffit de les répartir selon l'ordre des éléments de l'autre, ce qui donne jaune pour la terre, blanc pour l'eau, rouge pour le feu, noir pour le vent, bleu-vert pour le vide. Non content de citer ce que l'on pourrait appeler les couleurs primaires ou fondamentales, Kukai inclut aussi dans le visible manifeste des modalités de la perception visuelle qui ne se rapportent pas directement à la couleur, mais ne sont pas non plus, et encore moins même, classables sous les 2 autres rubriques du formel et de l'exprimé. C'est vrai que l'on pourrait penser qu'ils sont vaguement associés à des mouvements, mais ça n'a pas été fait ici. Donc, c'est la 3e citation, la 2e en français. Reflet et lumière, clarté et obscurité, nuée et fumée, poussière et brouillard, ainsi que la couleur manifeste unifiée du vide, c'est ku-ikkenshiki, constitue aussi le visible manifeste. Le point commun des 4 composés, des 4 binômes évoqués, reflet et lumière, etc., est le caractère indéfini de leur forme, d'une part. On ne peut pas les résumer sous une forme, bien qu'évidemment il y ait des classifications des nuages maintenant par leur forme, mais ça n'était pas encore à l'époque. Donc, c'est leur grande variabilité aussi qui provoque tous des changements de lumière et de couleur. Dohan comme Raiyu invoquent différents commentaires indiens et chinois qui montrent surtout leur indécision, qui est aussi un peu la nôtre. Ainsi, la couleur des 4 binômes serait le noir, la couleur du vide le bleu-vert, la lumière serait rouge, la clarté blanche, etc.
La couleur manifeste unifiée ou unique du vide, Kuikenshiki, fait aussi difficulté. Relevons une explication reprise par Dohan et Goho, une explication tout à fait mythologique alors pour exprimer ce Kuikenshiki, selon laquelle le vide n'a pas de couleur propre, mais reflèterait celle du mont Sumeru. Vous savez, cette montagne mythique qui est au centre du monde tel qu'il est conçu par les bouddhistes. Le mont Sumeru a 4 faces, faites de chacune d'une matière précieuse différente, et qui ont donc des couleurs. Le vide varie selon la face du mont Meru qui s'y reflète. Et la couleur qui se reflète sur notre continent, le Jambudvipa, n'est-ce pas, Mbudai, qui est le continent du sud, serait le bleu-vert du béryl. Mais cela n'a bien sûr pas grande importance pour notre propos. Les couleurs, poursuit Kukai, sont dites manifestes en ce qu'elles sont parcourues par la conscience visuelle ou oculaire, genshiki, nous l'avons déjà vu, en complète évidence, kendio, c'est-à-dire qu'elle le voit manifestement, justement. Elles sont pourvues des distinctions de bonnes, mauvaises ou indifférentes. On peut se demander ce qu'est une bonne ou une mauvaise couleur. Les commentateurs suggèrent qu'il s'agit de leur degré de pureté, un rouge pur ou mélangé, par exemple. La première proposition rappelle que ces couleurs sont manifestes en ce qu'elles sont directement saisies par la pensée à travers la perception, puis le traitement de la perception par la conscience visuelle. Toutes ces précisions trouveront leur importance lorsqu'elles seront mises en relation avec les signes d'écriture. Il en va de même de la citation du sutra de Mahavairochana, le Dainichikyo, qui vient compléter ce passage. La pensée, la citation est mise entre guillemets simples ici, la pensée n'est pas de couleur bleue, jaune, rouge, blanche, écarlate, transparente. Elle n'est ni claire ni obscure, ce qui nie la pensée en tant que visible manifeste. La pensée, donc, n'est pas dans ces catégories. Elle est en dehors de ces catégories. Nous reviendrons peut-être, si nous avons le temps, sur la terminologie logique de la logique sino-japonaise ici, qui est intéressante. Ainsi qu'on apprend à la lecture du passage complet du sutra, c'est de la pensée en éveil parfait qu'il est ici question. La pensée éveillée, la pensée de Bouddha. Mais Kukai supprime cette importante précision, ce qui fait qu'il étend la portée de l'assertion à toute pensée, y compris celle de notre plan phénoménal. Vient ensuite le second aspect du visible, le visible formel, gyoshiki. Donc, c'est ainsi que l'on appelle le long et le court, le grossier et le fin, le droit et le non-droit, le haut et le bas, et aussi le carré, le circulaire, le triangulaire, le demi-cercle, etc. Il est clair, d'après cette description, que le visible formel, celui qui se perçoit en tant que forme, est le défini, le délimité, alors que le visible manifeste, la perception visuelle que l'on a de prime abord, est antérieure à la perception de la forme et se limite aux couleurs. On peut ressentir une certaine joie, de celle que les Allemands appelleraient sans doute Schadenfreude, en lisant la perplexité de Dohan devant la phrase qui suit. Ce sont encore les marques distinctives telles que le long et le court résultant de l'accumulation des couleurs. Il y a une contradiction manifeste ici. Mais aidés par les commentateurs modernes, nous pouvons interpréter cette phrase, en réalité une citation du traité des terres des maîtres du yoga, le Yoga Shichilon, comme signifiant que l'accumulation de couleurs manifestes, qui peut donner l'impression de longueur, alors il faudrait imaginer un peintre moderne, n'est-ce pas, qui mettrait simplement des couleurs les unes derrière les autres, sans aucune forme, sans aucune ligne qui les contienne. Donc cette accumulation de couleurs manifestes peut donner l'impression de longueur. On peut imaginer un tracé rouge qui suit un tracé jaune, etc. Et donc ça ne relève pas de la couleur manifeste, mais du visible formel. La perception de la forme l'emportant sur celle de la couleur. Kukai termine cette courte rubrique sur la suite de la citation du Sutra du Grand Solaire de tout à l'heure. Encore une fois, une négation de la pensée, disons de l'assimilation de la pensée à ces catégories. La pensée n'est ni longue ni courte, ni circulaire ni carrée, ce qui nie la pensée en tant que visible formelle. Le troisième mode d'apparition du visible est le visible exprimé, hyoshiki. Nous pourrions traduire le caractère hyo, qui se lit en kundoku, en lecture explicite, arawasu, par plusieurs verbes.
indiqué, marqué, désigné, extériorisé, spécifié. Mais le sens est clair. À la différence du visible manifeste qui était la perception brute de la couleur, des plages lumineuses, et du visible formel qui était la perception plus analytique de la forme que prenaient les couleurs, le visible exprimé est celui que l'on perçoit par un changement dans l'espace. En troisième, le visible exprimé, qui est le fait de prendre ou de lâcher, de contracter ou d'allonger, d'aller ou de demeurer, d'être assis ou couché. Tout mouvement ou changement relève donc de cette catégorie, qui n'a plus rien à voir avec la couleur ni la forme, si ce n'est bien sûr que les acteurs de ces opérations sont aussi perçus comme couleur et forme. Mais c'est le changement ou mouvement qui les fait objet de perception. C'est ce que redit la proposition suivante de Kukai, là encore une crypto-citation du même traité, le Yugashichiron, qui explique pourquoi nous percevons ce mode du visible. Je cite, « De plus, la naissance et la destruction, ainsi que la continuité qui affecte les couleurs accumulées, constituant le visible formel, ont pour cause le changement. Cela peut paraître redondant avec ce qui a été dit précédemment, mais on l'aura compris, Kukai cherche avant tout à mettre en valeur la perception que la conscience aura de ces différentes modalités du visible. Il est donc obligé de mettre les points sur les i afin de montrer la façon dont la pensée est affectée par ces perceptions. Elles sont en fait le mode de perception des signes d'écriture. La phrase suivante de Kukai, toujours inspirée du même traité, continue de décrire les vicissitudes mouvantes du visible exprimé. Il, c'est-à-dire le visible exprimé, ne se reproduit pas, ne renaît pas au lieu de sa précédente production, mais évolue vers un lieu différent, soit sans intervalle, soit avec un intervalle. Par exemple, une renaissance immédiate ou bien une renaissance qui est différée, soit en un lieu proche, soit en un lieu lointain. C'est avec ces différenciations, Shabetsu, qu'il renaît. Ou bien encore, tout en restant en ce même lieu, il renaît avec des changements. Même s'il n'y a pas de changement de lieu, il y a changement de la personne. Cette citation ne décrit pas autre chose que le processus même des renaissances des êtres animés, s'entend, tandis que la phrase suivante décrit ce qui se passe au cours des existences. De plus, les distinctions progressives ou évolutives, tendo shabetsu, venant de la mise en œuvre de l'acte, goyu, c'est-à-dire la mise en œuvre du karma, et de l'activité, isaku, dans le bouddhisme, constituent aussi le visible exprimé. Les activités des êtres, conditionnées par leur bagage d'actes, appartiennent à cette même catégorie de visible exprimé, puisqu'elles sont fondées sur le changement qui est l'objet de la perception. Nous voyons donc qu'imperceptiblement, Kukai nous a fait passer de la dimension de l'inanimé à la dimension de l'animé, ce qui est normal si nous considérons la finalité de sa démonstration, je le répète, laquelle est de mettre en évidence l'opération de la pensée qui prend connaissance des signes d'écriture. Kukai invoque donc le sutra fondamental de son école pour situer encore une fois la pensée au-delà de cette troisième catégorie du visible. Il est dit dans le sutra du Grand Solaire, la pensée n'est ni masculine ni féminine, ce qui est aussi la négation de la pensée en tant que visible exprimé, la différenciation sexuelle correspondant évidemment au hyoshiki, au visible exprimé, et est commun, tsu, c'est-à-dire que cette négation communique avec les deux négations précédentes, qui sont la négation du visible manifeste et formel dans la pensée. Aucune des trois catégories du visible brièvement décrites dans cette partie ne peut donc être dite faire partie de la pensée. Nous aurons tous compris qu'il s'agit ici de la pensée des êtres se mouvant, percevant et pensant dans la dimension phénoménale de l'existence, essentiellement donc des six voies, et plus précisément encore dans la voie des humains, qui nous concerne plus spécialement. Il est bien évident que Kukai ne peut se placer en affirmant cette distinction au niveau suprême qui est, nous l'avons vu et revu, celui où signe d'écriture, pensée et corps de loi, c'est-à-dire monji, shi, shin, n'est-ce pas, kokoro, et corps de loi, hoshin, se confondent. C'est cette position qui explique la question suivante, ainsi que sa réponse, cette fois encore démarquée d'une citation du Sutra du Grand Solaire. C'est un peu long, mais on est obligé d'en passer par là. Il est dit, comment prendre connaissance de sa propre pensée ? Si on la cherche dans les 5 agrégats constitués par le visible, les sensations, les notions, les opérants et la conscience,
C'est les gaon, tous les dharmas, tous les ho sont constitués de ces 5 agrégats. Donc, si on le cherche aussi dans le moi et le mien, gasho, ou bien dans le tenant, no-shu, no-shitsu, no-shu, no-shitsu, ou le tenu, shoshitsu, shoshu, elle est insaisissable, fukatok. Cela élucide les dénominations myo, les myo, n'est-ce pas, myoji no myo, des 3 catégories de visibles, manifestes, formels et exprimés. Pour le manifeste et le formel, on peut les comprendre d'après ce passage. Pour ce qui suit, dans une citation qui n'est pas donnée ici, ce sera le visible exprimé, parce qu'il s'agit de prendre et lâcher, de mise en œuvre de l'acte et de l'activité. Donc vous voyez que chacune des catégories du visible est donc mise en dehors des rapports avec la pensée par le sutra du Grand Solaire. Cette longue citation ne vise donc qu'à réitérer ce qui a été dit auparavant, à savoir que l'on ne pourra prendre connaissance de la pensée, et rappelons encore une fois qu'il s'agit de notre propre pensée, de la pensée du pratiquant ou du lecteur de Kukai, simplement en réfléchissant sur les modalités d'apparition du visible. Toutes les catégories portées par le visible et que l'on peut classer grosso modo en 3 groupes principaux sont extérieures à la pensée. Quel est alors le moyen d'appréhender le fonctionnement, l'opérativité de la pensée ? Il convient en conséquence de reporter toutes les différenciations ou distinctions que l'on peut faire dans le visible à l'opération de la pensée elle-même. Ainsi, l'ensemble du visible manifeste, formel et exprimé, est opéré, parcouru. Vous voyez que cela traduit le premier binôme, le premier composé de la seconde ligne, shogyo, okonau tokoro. Alors, je ne pourrais pas trop développer, je préfère le gloser de cette façon, n'est-ce pas, c'est-à-dire parcouru, avec les commentateurs traditionnels, bien sûr, qui glosent ce mot par yuryaku. Alors, si je l'écris, vous allez voir que ça prend un sens beaucoup plus concret. En japonais moderne, on l'appellera yureki. Yureki, n'est-ce pas, qui est un terme tout à fait banal, puisque ça peut vouloir dire le parcours, l'excursion, le voyage touristique, mais ça veut donc dire que la conscience se promène en quelque sorte sur les objets, parce qu'elle est complètement de l'extérieur, n'est-ce pas ? Donc, alors, voici ce qui est décrit, l'opération mentale est décrite en ces termes. L'ensemble du visible manifeste, formel et exprimé est opéré ou parcouru par l'œil, est domaine de la vision, genkai, n'est-ce pas, gen no kyokai. Alors vous voyez qu'ici, gen no kyokai, kyokai voulant dire l'objet, le domaine, c'est presque un synonyme du dernier caractère shoen. Mais vous voyez que kyokai s'écrit avec sakai et que c'est presque le contraire de ce que nous disions tout à l'heure, où chaque sens, n'est-ce pas, l'œil écoute et l'oreille voit, etc., chaque sens peut déborder sur l'autre. Mais il y a quand même des limites dans l'opérativité quotidienne. Chaque sens est délimité par son kyokai, par son domaine. Donc il est domaine de la conscience visuelle, il est objet de la conscience visuelle, il est aussi opéré par la conscience mentale, domaine de la conscience mentale, objet de la conscience mentale. Cela constitue les distinctions shabetsu. Les shabetsu du phénoménal sont dans la perception de la conscience. Ainsi, les distinctions, différenciations, discriminations, comme on le voudra, sont toutes produites à partir de la suite des opérations sensorielles et mentales surtout, qui mènent de la perception à la conception. On remarquera que nous avons 2 organes impliqués dans chacun des processus sensoriels. Tout d'abord, l'organe du sens concerné, ici l'organe visuel, genkon, mais ça peut être aussi tous les autres, n'est-ce pas, nikon, l'oreille, etc. Et ensuite, l'organe mental, ikon, kokoro no i, n'est-ce pas, le ishiki no i, qui récapitule ce qui a été traité par le premier organe. Ce très long exposé, si l'on considère la place qu'il occupe dans un opuscule assez bref, le Shoji Jisogi n'est pas très long, préparait ce qui pourrait passer comme la conclusion de l'ensemble de ce passage sur les 3 niveaux du visible tels qu'ils sont distingués et parcourus par la conscience sensorielle et donc la pensée. Cette conclusion est à présent prévisible pour tous ceux qui ont suivi le mouvement de la pensée de Kukai. De telles distinctions sont signes d'écriture,
sont graphèmes, car chacun de leurs aspects est signe, mon. Chacun de ces signes possède une dénomination, myologie, particulière. C'est pourquoi on les appelle signes d'écriture. Il serait peut-être mieux d'employer graphème, comme je l'ai dit, comme traduction de monji, ainsi que nous le faisons plus souvent pour le terme de monji lui-même. Nous avons vu ce qu'étaient pour Kukai les distinctions et différenciations qu'il définit en s'aidant des citations scripturaires. Ce sont toutes les marques qui permettent de percevoir une entité en tant que particulière. C'est la condition même de la perception, que ce soit les couleurs, les éléments, les sons, etc. Ce qui permet à Kukai d'appeler graphème ou signe d'écriture ces bases fondant la distinction, c'est précisément qu'ils sont reliés à des lettres proprement dites, aux lettres brahmiques, aux signes de la doctrine ésotérique qui constituent les mantras, et précisément parce qu'ils constituent ces mantras, ou paroles de vérité, et qui sont donc porteurs de la réalité de ce qu'ils signifient. Bien que leur présence dans le phénoménal qui est on ne peut plus phénoménal, puisqu'il s'agit des objets de la perception quotidienne, leur donnerait a priori un statut inférieur comme moyen de connaissance. Mais il n'en est rien, car nous l'avons vu, même dans l'état déchu, où il se trouve dans notre dimension provisoire, erronée, phénoménale, conditionnelle, circonstancielle, comme on voudra, ils participent encore de la réalité, parce qu'ils ont la même substance, taille, que les signes des dimensions transcendantales. Quand ils ne sont l'instrument que des usagers du monde, de ceux qui utilisent ces signes sans songer à leur source, ils sont erronés. Mais il suffit de reprendre conscience de leur origine pour pouvoir les mettre en application dans toute leur réalité. Les graphèmes du monde, les signes ou motifs du phénoménal sont tous porteurs de sens. Et Kukai de poursuivre. Voilà les graphèmes, les signes d'écriture des 3 espèces de visibles, que l'on peut aussi diviser en 20 espèces de distinctions, car ce sont des distinctions du visible indirect et direct des 10 niveaux d'existence évoqués plus haut. Assez curieusement, cette phrase importante n'a pas été commentée par tous nos auteurs. Seuls Goho et Kembo y accordent, donc les plus tardifs du XIVe siècle, y accordent un développement significatif, dont nous retiendrons un mot qui a été repris par plusieurs commentateurs modernes, sans que ce soit cité d'ailleurs. Je suppose donc que ce terme a fait fortune tout au long de la tradition Shingon jusqu'à l'époque moderne. Mais élucidons rapidement l'ensemble tout d'abord. Les choses se compliquent ici du fait que Kukai double les niveaux d'existence en distinguant l'aspect indirect, c'est-à-dire le monde réceptacle, le kinoseken, kikai, n'est-ce pas, construit par l'acte de ceux qui y demeurent, et l'aspect direct, c'est-à-dire les êtres animés qui peuplent le monde réceptacle. Il se développe entre les 2 dimensions la même interaction que nous avons déjà évoquée, en raison de l'action de la conscience pensée qui est le vrai pivot. La pensée est capable de déchiffrer les graphèmes des 2 dimensions, de l'inanimé comme de l'animé, donc des langages humains, des langages des animaux et des graphèmes, des signes de la nature. C'est à ce propos que se trouve employé par nos 2 commentateurs un terme qui sera repris par les exégètes modernes, donc comme je le dis, celui d'ornement, sai, que vous voyez ici, bunsai nogi, d'ornement, pour définir le sens de mon. Vous voyez, mon toyu mono wa bunsai nogi nari. Le mot sai désigne le coloris, irodori, n'est-ce pas, le lustre, et peut être considéré comme un synonyme de mon en son sens primitif, c'est-à-dire antérieur au sens d'écriture, à savoir le sens de signe ou ornement. Goho dit donc à ce sujet « Graphème a le sens d'ornement divisé ou réparti. Les états différenciés de telle ou telle façon constituent un graphème. Pour cette raison, les marques de différenciation des 3 sortes de visibles constituent des graphèmes, et chaque graphème établit une dénomination, myoji. Donc la dénomination, évidemment, le myoji étant dans la conscience. Le graphème est un donné acquis par la perception et la dénomination qui se constitue est faite bien sûr par la conscience. Tels sont les noms de bleu, jaune, rouge, blanc, etc. Nous voyons ici clairement exprimé ce que nous avons déjà dit et trouvé chez les commentateurs. Malgré le caractère extrêmement trompeur du terme utilisé, monji, caractère d'écriture, ce composé que nous traduisons par graphème désigne en réalité tous les signes différenciateurs du monde phénoménal qui peuvent faire l'objet de la perception et de leur traitement par la conscience des êtres animés. Il ne s'agit pas seulement des êtres humains,
ainsi que nous l'avons vu au cours précédent, mais de tous les êtres vivants, des dieux aux insectes. Dans la mesure où tous les êtres vivants réagissent à leur environnement en interprétant ces variations et en s'y adaptant en conséquence, nous pouvons parler à leur sujet de langage. Si nous comprenons que le langage en question n'est pas seulement le moyen qu'ont par exemple les fourmis de communiquer entre elles, mais les signaux que leur envoie leur environnement, signaux constitués par les particularités différenciatrices. On peut donc parler du langage de l'inanimé. Bien évidemment, nous voyons que cette idée du langage, du graphème et donc du langage du monde inanimé est riche de potentialités poétiques, aussi bien que religieuses, que les poètes et moines japonais ne manqueront pas de développer au cours des siècles. L'une des illustrations les plus éclatantes de cette idée se trouve au cœur même de la langue japonaise, avec l'analyse du terme kotoba, mot, parole, en kotonoha, feuille de parole, ce qui transfère la faculté langagière au monde végétal, avec le succès que l'on connaît dans la diction poétique. Et je ne peux m'empêcher de vous, malheureusement je n'ai pas pu cadrer, c'est un dessin animé japonais assez récent qui s'appelle Kotonoha no Niwa. C'est une histoire d'amour tout à fait gentillette, n'est-ce pas, avec deux jeunes gens qui se rencontrent sous un kiosque dans un jardin public pendant la saison des pluies au Japon. Et le kotonoha, kotoba, n'est-ce pas, est ici exprimé par toute la végétation qu'il y a autour. Et je vous donne un autre. Alors, évidemment, on ne peut que penser à ce poème de Jien, que vous connaissez, n'est-ce pas, de l'époque que vous connaissez bien maintenant. Iwashimizu wa imayushito no kotonoha no sanagara ukabu nagare narikeri. Les eaux muettes d'Iwashimizu. Celui qui parle aujourd'hui, les feuilles de ses paroles telles qu'elles flottent dans le courant. Je ne vais pas m'étendre sur l'exégèse de ce poème. Iwashimizu, n'est-ce pas, vous connaissez bien. Iwaji, Mizu, les eaux qui ne parlent pas, les eaux qui se taisent, mais en même temps elles parlent. Et les kotonoha sont donc c'est la nature qui transporte les feuilles, c'est le courant qui transporte les feuilles tombées. Et c'est exactement cette illustration tirée encore du Kotonoha no Niwa avec laquelle je vais finir ce cours. Comme nous l'avons déjà dit, bien qu'il n'y ait pas lieu d'affirmer que Kukai lui-même fut à l'origine de ces idées, il est indéniable que la tradition bouddhique, spécialement ésotérique, en trouva dans ses écrits, et spécialement dans cet opuscule, une justification dogmatique inépuisable. Je vous remercie.